Ce que je vous propose, c'est une présentation qui va durer une quarantaine de minutes et puis qu'on ait du temps pour échanger ensemble, sachant que ce format-là, c'est un format qu'on donne normalement sur des temps plutôt de 2 heures et demie. Il faut du temps. On travaille sur la théorie U de Otto Scharmer. Et donc là, on est vraiment sur un résumé, une synthèse. Ça va vite. On prend les grandes masses. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, c'est bon? Ok, super. Non. Allez, on est parti. Alors, comprendre la nouvelle donne, finalement, pour nous, c'est de se dire on est à un moment charnière de l'histoire de notre humanité. Et ce moment, il nécessite quand même qu'on lève un peu la tête et qu'on regarde quels sont les enjeux, qu'est-ce qui est en train de se passer, quel est le contexte incroyable dans lequel on est en train de vivre, et comment est-ce qu'on peut s'ajuster du mieux qu'il est possible dans ce contexte. Et finalement, ce contexte, il nous amène à vivre une transition, à passer d'un point A à un point B, d'une société de consommation basée sur la réussite, sur la propriété, sur plutôt l'individualisme, avec des modes de fonctionnement très économiques, à finalement une société sans doute à inventer, dont on ne connaît pas encore les codes aujourd'hui, mais dont on pressent qu'il y a quand même forcément beaucoup plus de coopératifs, beaucoup plus de respect de la nature, de la planète et de ses habitants. Sans doute une économie aussi d'usage, etc. Et donc, je vous propose de faire ce petit voyage-là en quelques minutes, ce voyage vers cette société dont on commence à sentir les contours. Pour commencer ce voyage, je vous propose, alors je reviens 30 secondes sur la théorie U. Je ne sais pas si vous connaissez cette théorie de Otto Scharmer qui dit globalement pour passer d'un point A à un point B, pour opérer une transition, il faut faire un voyage et un chemin avec 3 phases, une phase de constat et de deuil, une phase d'espoir et puis une phase de mise en mouvement. Et donc la phase de constat, c'est qu'on est à un moment où on est confronté à un certain nombre d'enjeux qui sont absolument considérables, dont le changement climatique, la récession, l'extinction de la biodiversité, qui sont des éléments absolument hallucinants. Et finalement, notre petite vague Covid, la petite vague rouge qu'on voit sur le dessin, elle n'est pas si grosse que ça, malgré l'impact que ça a pu avoir sur nous pendant 2 ans. Comment on en est arrivé là? On en est arrivé là avec une accélération fulgurante. Moi, j'ai été absolument bluffé par cette courbe quand je suis tombé dessus. En fait, vous avez à gauche 1750 jusqu'à 2000 sur la droite. Et en fait, on voit que de 1750 à 1950, on est dans un environnement qui est à peu près stable. On est sur des progressions qui sont assez linéaires de l'extinction des espèces, la concentration de carbone, la consommation d'eau, de papier, la population, etc. Et en fait, depuis les années 50, il y a une explosion de tout. Et donc, à titre d'exemple, effectivement, de 1900 à 2000, on est passé de 2 milliards à quasiment 8 milliards d'habitants. Donc, il y a une évolution de la population mondiale, mais pas que. C'est-à-dire que nos modes de vie ont considérablement évolué aussi. Et en fait, la question qu'on s'est posée chez Tituca, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on est finalement amené à vivre durablement dans cette roue avec le hamster qui court, ou est-ce qu'on peut imaginer d'en sortir? Et si on en sort, comment ça se passe? Et pour ça, on a été chercher un certain nombre d'approches, dont celle de Arthur Keller, qui est quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui nous explique déjà les conséquences de ça. Et les conséquences, c'est que, vous voyez ma courbe pleine là, c'est l'empreinte écologique, c'est-à-dire la pression exercée par l'humanité sur les écosystèmes. Et en fait, cette empreinte écologique, à partir de 1970, elle a dépassé la courbe Pointillé. Et la courbe Pointillé, c'est la biocapacité, c'est la capacité des écosystèmes à nous fournir les ressources et à absorber nos déchets. On a commencé ce qu'on appelle l'ère du dépassement. Vous l'avez en tête, on a dépassé au début, on consommait une planète par an, puis 1,5, puis 2, puis 3, et voilà, le dépassement, il est de plus en plus tôt dans l'année aujourd'hui. Et donc, ce dépassement vient nous chercher sur finalement nos modes de vie et notre capacité à respecter
l'environnement, à respecter la planète, tout en continuant effectivement à vivre, à consommer, à travailler, à se déplacer, à se chauffer, etc. Et lui, il dit il y a 4 avenirs possibles. Il y a un imaginaire qui est le durabilisme en bleu, qui est d'augmenter la biocapacité et de baisser notre empreinte écologique grâce aux nouvelles technologies, donc l'éolien, la voiture électrique, etc. Il n'y croit pas trop, franchement. Il y a un deuxième imaginaire, c'est la décroissance, c'est de stabiliser la biocapacité et de diminuer volontairement notre empreinte grâce à l'adoption de modes de vie sobres. Et puis après, il y a l'effondrement et le chaos qui sont beaucoup moins drôles. Et donc, ce dépassement dont on se parle, en France, il est tombé le 5 mai. Au niveau mondial, on est fin juillet. Et puis là, vous avez la courbe de tous les pays. Alors, vous voyez, on parle beaucoup de la Coupe du Monde au Qatar en ce moment. Le Qatar, c'est le 10 février qu'ils ont déjà consommé une planète. Donc, ils en consomment plutôt 10 par an. C'est un truc de fou. Et puis, dans les pays, au contraire, qui sont plutôt très respectueux de l'environnement, en tout cas, qui ont un mode de consommation et un mode de vie qui est conforme à ce que la planète peut produire, on a la Jamaïque qui est au mois de décembre, le 20 décembre. Voilà. Et la France, donc, on est le 5 mai. On ne fait pas partie ni des bons ni des mauvais élèves, mais on est plutôt dans les mauvais élèves quand même. En tout cas, durablement, on sait qu'on ne peut pas taper dans des ressources planétaires aussi longtemps et de façon aussi forte sans que ça ait des conséquences dramatiques pour nos écosystèmes. Et ce que je vous propose là, alors c'est la descente, donc c'est le moment qui est pas le plus drôle, évidemment, c'est de regarder, de se mettre en empathie et de regarder finalement ce qu'on vient de voir, ce que fait ce dépassement sur les écosystèmes, et donc écosystèmes humains et environnementaux. Vu de la nature, c'est une catastrophe, c'est-à-dire qu'on a 75% de l'écosystème terrestre qui est altéré. Quand on dit altéré, c'est qu'il y a encore de la vie, mais c'est très sérieusement altéré. On parle notamment de l'extinction de la biodiversité. On a effectivement des insectes, des oiseaux, des mammifères vertébrés qui ont disparu en très très grande quantité. On retrouve la même chose dans l'écosystème d'eau douce et dans l'écosystème maritime, on est sur 40% d'altération. Donc la nature, elle est très très abîmée aujourd'hui par l'activité humaine. Ça a une conséquence, c'est l'appauvrissement notamment des sols, la sécheresse et du coup les feux de forêt. Il a plu peu cet été, il a fait très chaud. Je crois qu'on est tous d'accord pour se dire ça a beaucoup brûlé en France. Quand vous regardez l'Espagne, c'est 4 fois plus que la France. L'Espagne, c'est 245 000 hectares qui ont brûlé. Et puis, quand vous regardez l'Amazonie, par exemple, c'est 10 terrains de foot qui disparaissent chaque minute. Et puis, je vous parle pas de l'Australie, de la Californie. Enfin, on a des incendies extrêmement puissants partout. Et donc là, c'est un signal faible extrêmement important à regarder. Quand on prend les animaux, vu des animaux sauvages, c'est incroyable. Il y a 10 000 ans, il y avait 1% d'êtres humains et 99% d'animaux sauvages. Aujourd'hui, il y a 1% d'animaux sauvages. Le reste, c'est soit des animaux d'élevage, soit des êtres humains. Et donc, on n'est pas resté à notre place dans la nature. On s'est mis au-dessus des écosystèmes. Vu des températures, c'est catastrophique. Il fait de plus en plus chaud, on l'a vu cet été. Et en fait, la chaleur qu'on ressent aujourd'hui, c'était autour de 40 degrés. On nous annonce en 2050, 54 degrés au plus chaud dans le nord. Et en fait, quand vous regardez ma carte en bas, vous voyez que la France, finalement, elle est encore dans le jaune orangé. Elle est dans le jaune orangé alors même qu'il fait 54 degrés. Je vous laisse imaginer les températures sur la ligne équatoriale, là, l'Afrique subsaharienne, l'Inde, par exemple. C'est quand même des endroits où il y a des populations absolument gigantesques. Et en fait, ces endroits-là, à terme, risquent de devenir inhabitables. Et donc, c'est un enjeu absolument considérable. L'ONU parle d'1 milliard de réfugiés climatiques à échéance 2050. C'est quand même dans pas longtemps. Et donc là, on a vraiment à se préparer à ça. Et quand on voit la difficulté qu'on a à accueillir aujourd'hui les quelques milliers de réfugiés, imaginons ce qui peut se passer en 2050 si jamais on ne fait pas changer nos modes de fonctionnement, nos mentalités, notre rapport à la vie, tout simplement. Vu du plastique, là aussi, c'est catastrophique. Pour vous donner une idée, sur les 10 dernières années, on a
l'industrie a produit plus de plastique que durant le siècle précédent. Et 73% de ce plastique est produit à usage unique, ce qui est évidemment catastrophique. Alors, attendez, parce qu'il y a des gens qui arrivent en même temps. Tac, je me remets là-dessus. 73% de ce plastique est produit à usage unique et donc on produit un nombre de déchets absolument considérable. Il y a la pollution et le nombre de déchets qui est effectivement catastrophique, mais il y a aussi un autre élément qu'il faut prendre en considération, c'est notre santé. Parce que ce microplastique, enfin ce plastique, en fait, il se met en microparticules, mais il ne s'altère pas complètement. Et les microparticules, elles finissent dans la terre ou dans l'eau, et donc en fait, elles finissent dans notre corps, parce que on la consomme notamment, on consomme des microparticules de plastique, notamment avec l'eau, qui est utilisée pour fabriquer les aliments ou simplement pour nous hydrater. Et donc on consomme, les études les pires, les plus dramatiques, disent qu'on consomme une carte bleue, l'équivalent d'une carte bleue de plastique chaque semaine. Et ça a une incidence sur notre santé, ça a une incidence sur notre fertilité. Voilà, c'est assez catastrophique. Vu de l'eau, là aussi, c'est pas terrible. Hein. L'eau de pluie est désormais impropre à la consommation partout sur Terre. Il y a une étude suédoise qui est sortie il y a quelques semaines, 2 mois, je pense, qui explique qu'en fait, on a des produits chimiques éternels qui sont sur la Terre avec la force de la polluer, qui remontent avec la condensation, qui terminent dans les nuages et qui retombent avec l'eau de pluie. Et en fait, ça rend ces PFAS, ces produits chimiques éternels, rendent l'eau impropre à la consommation. Et donc, on risque d'être malade en buvant de l'eau de pluie partout dans le monde, ce qui est juste... là aussi, complètement dingue. On marche sur la tête. Vu des personnes qui respirent l'air, c'est pas tellement mieux, hein, puisque on a, je ne sais pas si vous avez en tête le nombre de décès qui sont liés à la pollution atmosphérique chaque année en France. Allez, juste en France. Moi, j'avais 80 000 en tête. Ouais, c'est 80 000, merci Hélène. Et donc, on est sur 80 000 morts prématurées en France, c'est-à-dire 20 fois plus que les accidents de voiture. Et loin de moi l'idée de dédramatiser les accidents de voiture, mais simplement, on n'en entend jamais parler de ces morts prématurées liées à la pollution de l'air. Et donc, ça provoque effectivement des maladies cardiovasculaires, des cancers, etc. Et là aussi, on a un enjeu considérable, sachant que en France, vous le voyez sur la carte de droite, on est plutôt dans des couleurs claires. Hein. C'est-à-dire que vous avez l'Allemagne et vous avez tous les pays de l'Est qui sont encore chauffés au charbon et donc, dont la production électrique se fait à base de charbon. Et là, c'est vraiment une catastrophe. Vu des futurs parents, c'est pas terrible non plus. Là, c'est l'analyse du taux de spermatozoïdes par millilitre sur les 30 dernières années, et on se rend compte qu'on a perdu un tiers de spermatozoïdes par millilitre, et donc du coup la fertilité devient un vrai sujet, et en fait on se retrouve avec des parents qui aujourd'hui, des jeunes générations qui soit se disent faire des enfants en ce moment pour les faire vivre dans le monde qu'on est en train de préparer, ça m'intéresse pas, soit carrément qui ont des difficultés à faire des enfants. Donc là aussi, sociétalement, il commence à se passer des choses qui sont interpellantes. Et puis, vu de l'entreprise, on a un métier qui s'est vraiment considérablement complexifié. Aujourd'hui, moi je me souviens quand j'étais directeur de magasin chez Boulanger il y a une vingtaine d'années, j'avais 2 enjeux, c'était de mettre mes produits en vente et qu'ils se vendent, et puis qu'ils soient bien utilisés par les clients, égoïstement pour au moins ne pas avoir de problème avec le service après-vente. Aujourd'hui, quand on fait un produit, on se préoccupe des ressources qu'il a fallu extraire pour le fabriquer, de la façon dont il a été fabriqué, de la façon dont il a été emballé, transporté, de la façon dont il est vendu, de la façon dont il est utilisé et de la façon dont il va être recyclé à la fin de son cycle de vie. Donc, on est aussi dans un phénomène de complexification du métier de l'entreprise qui est à la fois passionnant et en même temps pas simple à appréhender puisque notre métier change complètement. Et enfin, pour finir ce tableau un peu sombre, vu des limites planétaires, on a déjà dépassé, on a déjà dépassé 5 limites planétaires et malheureusement, le reste est mal engagé. Et donc ça, c'est
Voilà, c'est un phénomène qui est dramatique. Encore une fois, ce moment de descente et ce moment de prise de conscience, je pense qu'il commence à être de plus en plus appréhendé par chacun. L'idée là, c'est de se dire, de comprendre que on a eu un impact considérable sur la création malheureusement de ce phénomène, que ce phénomène, il est à la fois environnemental, social et sociétal. Les incidences, les causes et les conséquences sont extrêmement maillées, et je pense sincèrement que tout est lié. Donc, mon discours là-dessus, c'est de dire que on ne peut pas s'intéresser qu'à l'écologie. Et l'écologie, elle bougera si nos mindsets bougent, si nos modes de fonctionnement bougent, si notre rapport à la vie évolue. Et donc, notre rapport à la vie, il est à la fois social et sociétal, forcément. Et donc, c'est étroitement lié. Et on a un enjeu à se mettre en mouvement et à créer finalement un nouvel imaginaire. C'est Cyril Dion qui porte ça, mais je le rejoins complètement là-dessus. Ça va pour cette première partie, la partie de descente, qui n'est pas forcément très gaie, que j'ai faite en accéléré, parce que je peux beaucoup plus faire pleurer que ça s'il faut, hein, c'est possible. Mais ce n'est pas le but, évidemment. Est-ce que vous avez déjà un premier envie de partager par rapport à cette descente? Là, si je vous propose de prendre un temps sur l'émotion que ça génère chez vous, c'est quoi? Je me lance. Moi, je n'ai pas appris énormément de choses, même si à chaque fois qu'on le revoit, ça fait toujours un effet de descente. Je suis plutôt dans le questionnement de moi, je vais faire quoi pour contribuer à aider face à ça, parce que c'est des questions qui sont claires pour moi, enfin des problèmes, disons, qui sont plutôt clairs depuis un moment pour moi. Et c'est plus où est-ce que j'aide, parce que j'aime bien ton graphique là, environnement, social, sociétal. Où est-ce que j'aurai la meilleure contribution? J'ai l'impression que c'est dans le social avec ce que j'aime faire et mon profil. Et du coup, c'est OK, comment je vais faire? Mais voilà, comme tu le dis, Clotilde, c'est une tristesse toujours, mais c'est plus une envie d'agir. Merci Hélène, merci Clotilde. Est-ce que Nina, Roxana et les autres Oui, merci pour effectivement nous avoir remontré ça de manière très synthétique et c'est toujours bon, je pense, de le revoir comme ça, même pour les gens qui, je pense, autour de cette présentation, j'ai l'impression qu'on est tous assez bien informés. Oui. Moi, c'est pareil, je suis assez au fait de ces sujets. Et j'en suis peut-être plus au niveau de l'action. J'essaye de chercher des moyens dans mon entreprise de mettre en œuvre des choses sur les différents volets et surtout de faire grandir la prise de conscience autour de moi. Mais c'est toujours une tristesse, oui. Ça reste. En fait, moi, j'ai pleine conscience qu'on n'apprend pas grand-chose, enfin pas grand-chose, oui, en tout cas que c'est des approches qu'on a vues. Je vois un double intérêt à ça quand même. Le premier, c'est que on prend tout dans la figure en même temps et on comprend à quel point tout est lié. Et le deuxième, c'est que plus ça rentre en nous et plus ça va devenir naturel d'agir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut plus rester inactif face à ces sujets-là. Et donc, ça veut dire quoi agir? Ça veut dire quoi être actif? Est-ce que c'est juste dans mon périmètre personnel? Est-ce que c'est juste de trier mes déchets et puis de baisser d'un degré mon chauffage? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Et moi, je crois vraiment qu'il y a d'autres choses. C'est une transformation profonde. Et cette transformation profonde, elle nécessite une prise de conscience profonde. Tant que j'ai pas une conscience hyper puissante de ce qui est en train de se passer, je vais pas avoir une action hyper puissante. Donc, c'est cet enjeu-là qu'on essaye de déclencher, là, avec un format très accéléré, hein, vous en avez conscience. Je vous propose, à moins que quelqu'un d'autre veuille réagir, de poursuivre pour tenir ma promesse et qu'on puisse avoir un vrai temps d'échange à la fin. Ça vous va? Le deuxième temps de la théorie U, c'est l'espoir. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Et donc, je vous propose de naviguer dans cette notion d'espoir. Là aussi, on a été chercher un certain nombre d'approches. La première, c'est Marc Alevi
qui est hyper intéressant. C'est à la fois un chercheur, philosophe, et lui, il nous dit, mes amis, ne vous inquiétez pas, on est à une bifurcation, et en fait, il y a un nouveau paradigme qui s'annonce tous les 550 ans en moyenne dans l'histoire de l'humanité. Donc voilà, c'est tombé sur nous, mais c'est déjà arrivé. Voilà. Il dit pas vous inquiétez pas, hein, mais en gros il dit ça, voilà, ça arrive et on va vivre avec. Et il dit là on est vraiment au moment du changement, au moment de la bifurcation. Pourquoi ? Parce qu'il y a 5 ruptures majeures. La première, c'est que il y a une pénurie de toutes les ressources matérielles, c'est la fin de l'abondance. La deuxième, c'est qu'il y a une véritable révolution numérique qui est en route et qui nous appelle à développer de l'intelligence numérique pour rester maître de nos devices. La troisième, elle est très intéressante, c'est la fin des schémas pyramidaux pour développer de nouveaux modes de fonctionnement en réseau collaboratif. C'est la fin du top-down et on va aller chercher des structures beaucoup plus matricielles. Et donc, ça veut dire qu'on a besoin de développer des nouvelles compétences en termes de coopération, de collaboration et aussi, finalement, ça vient nous chercher dans notre posture. Ça veut dire quoi être concurrent? C'est quoi la compétition? Ça vient nous chercher aussi dans notre éducation. Est-ce qu'il faut continuer à chercher la bonne note et à chercher à avoir la meilleure note de la classe? Ou est-ce que c'est ça l'enjeu ou est-ce qu'il y a un autre enjeu plus coopératif? La 4, elle est aussi passionnante. Le modèle basé sur l'économie de masse, la propriété, les privats, c'est quand même ce qu'on bosse depuis des années et des années, s'effondre au profit d'une économie de niche, de virtuosité, d'usage et de valeur d'utilité. De niche, de virtuosité, d'usage et de valeur d'utilité. On n'a plus besoin d'être propriétaire, par exemple. Voilà. Et enfin, la 5, la nouvelle quête de spiritualité. Nous voulons du sens et nous voulons être utiles. Le sens et l'utilité dans l'entreprise, ils ont été très forts dans les années 40, de 1946 aux années 60 à peu près, parce que le pays était en reconstruction, quand je parle de la France, et après ça s'est vachement étiolé, et là c'est en train de revenir. Et une entreprise qui porte pas un sens profond, durablement pour recruter, ça va vraiment être compliqué. Donc là, il y a un enjeu très fort. Nous, on bosse avec Decathlon, par exemple, pour justement travailler ces sujets-là, et c'est absolument passionnant. Et puis, on a été chercher une autre approche qui vient aussi nous dire que le changement, c'est maintenant. C'est la spirale dynamique. Je ne sais pas si vous avez en tête, vous connaissez la notion de spirale dynamique? Il y a encore du monde qui arrive maintenant. Bonjour, je ne sais plus qui est arrivé, mais c'est pas grave. Est-ce que vous connaissez la spirale dynamique, ça vous parle? Non, moi non. Non. En fait, la spirale dynamique, c'est Graves et Beck, qui sont 2 chercheurs qui ont été modéliser les systèmes de société à travers les âges. Et donc, vous avez des sociétés qui s'alternent, qui sont centrées sur l'individu et qui s'alternent avec des sociétés centrées sur le collectif. Si je descends tout en bas, là, sur l'instinct de survie, c'est l'homme préhistorique. Je me débrouille pour survivre, je chasse, je cueille, et on est plutôt centré sur l'individu. Ensuite, on est passé le tribal magique, société centrée sur le collectif avec une connexion à l'univers incroyable. On fait des choses fantastiques qu'on arrive à visiter 2000 ans après. Ça vous parle? L'Égypte antique, les pyramides, les pharaons, les temples, etc. On retrouve aussi cette société chez les Incas. Et puis, on a basculé au niveau mondial dans une autre ère, qui est l'ère rouge, centrée sur l'individu, égocentrique, courage, force, honneur, loi du plus fort. C'est les Huns, les barbares, les Vikings. Voilà, c'est toute cette époque-là. Et puis, on est passé en France, en tout cas, au Moyen-Âge, dans une société bleue, normative, le transcendant, l'obéissance aux règles, les lois. Et là, c'est le Moyen-Âge en France, avec l'omniprésence du clergé. Et puis, avec la Renaissance, on a basculé, toujours en France, dans une société de consommation, la société orange, qui est basée sur la réussite, la performance, l'individualisme, le matérialisme, etc. On la connaît par cœur, on y est depuis quelques siècles, et on est en train d'en sortir. Et Loews et Beck nous disent, vous êtes en train de sortir de cette société-là, nous sommes en train de sortir de cette société-là, pour aller vers une société plus verte, plus relationnelle, relativiste, coopérative. Voilà. Et là aussi, ça donne de l'espoir de se dire, OK, il y a un avenir, il y a autre chose derrière. Et puis après, pour les petits-enfants de nos petits-enfants, il y aura l'adaptatif systémique et l'holistique intégral, qui sont des cycles d'existence, où là, on peut imaginer que la tolérance, la pleine conscience, les formats de coopération seront extrêmement développés. Moi, ce qui m'intéresse pour l'instant à court terme, c'est ici et maintenant, et c'est de me dire
est-ce qu'on bascule dans la société verte? Et la réponse de Blue est plutôt oui, dans le sens où ce qui n'est pas modélisé sur cette courbe, c'est qu'entre chaque changement de société, il y a une crise. Il y a une crise très forte. À titre d'exemple, est-ce que vous savez la société des pharaons, qui était très en avance sur son temps, est-ce que vous savez comment elle a disparu? Qu'est-ce qui a fait qu'elle a disparu, cette société? Est-ce que quelqu'un sait? Eh bien, elle a disparu à cause d'un changement climatique, figurez-vous. Il y a eu une sécheresse incroyable, avec mais un assèchement des lacs, etc., un truc de fou. Donc, des sauterelles, et donc la famine, et donc la disparition. Les sauterelles, ça vous parle, hein. En général, les sauterelles, ça parle sur cette période-là. Et donc, disparition de cette société à cause de ça. Et donc, c'est intéressant de se dire que, voilà, en tout cas, il y a des crises à chaque fois. Alors, moi, comme j'ai envie que ça bouge, que cette société change, je me dis, est-ce qu'on coche les cases des crises? Ouais. Économique, oui. Social, oui. Sociétal, oui. Écologique, oui. Sanitaire, oui. Géopolitique, oui. On coche toutes les cases. Donc, on est au moment où ça change. Et c'est tombé sur nous. Donc, à nous de jouer, hein. On est la seule génération qui sait et qui peut encore agir. Et pour synthétiser les approches, ces différentes approches, chez Itituka, on a essayé de représenter la courbe de cette société de consommation comme une courbe d'un produit. Donc la société de consommation, qui est représentée par la courbe rouge, elle est née à la Renaissance, elle a connu sa croissance à la Révolution industrielle, son apogée au XXe siècle, hein, dans les années 70, et puis depuis les années 70, elle commence à décliner. Et elle décline au profit d'une société plus verte, plus respectueuse de la planète et de ses habitants. Et c'est intéressant de se dire, bah, tiens, on en est où? Vous en êtes où dans vos boîtes aujourd'hui? Et pour ça, on vous propose la lecture suivante. La société rouge de consommation, elle est plutôt mobilisée par deux grands items. Un management directif, donc un paradigme d'un management directif. Il y a un chef qui sait et qui dit comment il faut faire. C'est un avantage, c'est que c'est très clair. C'est un inconvénient, c'est que l'innovation, l'initiative, la coopération sont très limitées. Et puis, cette société de consommation, elle a un objectif d'euro qui est omniprésent. Le chiffre d'affaires, les frais, la marge, etc., etc. Et en fait, si vous avez commencé à basculer dans la société verte, c'est que le mode pyramidal a été remplacé par un mode matriciel. On est sur des structures plates avec des formats de coopération extrêmement élevés, et que votre objectif d'euro s'est transformé en conséquence. Et en fait, l'euro est une conséquence. C'est une conséquence d'un capital humain, sociétal et environnemental bien travaillé. Et ça, c'est hyper intéressant de se dire finalement, si je bosse bien mon aventure humaine, si j'ai un impact sur la société qui est positif, et si en plus je prends soin de l'environnement, alors je fais des euros. C'est très intéressant de pouvoir se le dire comme ça. Et je vous laisse analyser où vous en êtes dans vos entreprises aujourd'hui. Voilà. Et donc, dans nos clients, il y a des clients qui sont encore dans la société rouge, un plein pot, mais qui ont conscience. Il y a des clients qui ont commencé le virage, et puis il y a des clients qui sont déjà bien avancés dans notre société verte. Cette société verte, aujourd'hui, elle prend de plus en plus de forme à travers toutes les initiatives, toutes les entreprises qui se créent avec une valeur d'utilité. Elle a pris forme aussi avec la RSE, elle prend forme avec la loi Pacte, qui dit l'entreprise, elle a plus juste pour vocation à faire du business, elle a aussi pour vocation à faire du bien. Et le rôle des entreprises dans cette transformation, il est absolument, absolument fondamental. Je continue à essayer de vous donner de l'espoir. Quel est le point commun de ces trois périodes? La Révolution française, le vote des femmes, la lutte contre l'apartheid. Quand je dis le point commun, c'est peut-être, on pourrait tourner la question autrement, quelle aurait été la réponse à est-ce que ce changement est possible 10 ans avant 1789, 10 ans avant le vote des femmes, 10 ans avant la fin de l'apartheid? Si on avait été voir ces populations en leur disant « Hey, c'est possible, tu crois, de prendre le bus avec un noir ou de permettre à une femme de voter ?» On nous aurait répondu « Non, c'est pas possible. C'est impossible. » Et pourtant, ça a été possible parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui se sont mobilisés. Et donc, c'est aussi intéressant d'aller chercher dans notre histoire des éléments de réassurance sur le fait que oui, à un moment, on va se bouger. Et là, on sent qu'il y a de plus en plus de monde qui est en train de bouger sur ces sujets-là. Et donc, ça va forcément, il va se passer quelque chose. En général, pour opérer des transformations importantes, de ce type-là, on part d'un principe, c'est qu'il faut au minimum 15% de la population qui est profondément
engagés dans ce changement. Et si on arrive à atteindre les 15%, on déclenche l'effet boule de neige et donc ça prend 16, 17, 18 et puis ça devient un changement. Et en fait, ce changement qu'on doit opérer aujourd'hui, c'est un changement de mindset. On doit vraiment changer notre rapport à la vie, notre rapport au monde. Et finalement, alors nous, on l'a modélisé comme ça chez Kituka, hein, plus que vouloir être les meilleurs du monde, ce qu'on nous apprend à l'école depuis qu'on est tout petit, devenons les meilleurs pour le monde. Il n'y a qu'un mot qui change, mais ça change beaucoup de choses dans la posture, dans la relation, dans la coopération, dans le sens qu'on va donner à ce qu'on fait. Et ça nous touche beaucoup. Et finalement, ça peut nous engager à se mettre en action. Et pour se mettre en action, une des façons de faire, c'est pas la seule, parce que alors pour le coup, j'ai vraiment pas envie d'être ni culpabilisant ni dogmatique. Je dis souvent, il n'y a pas que le care dans la vie, mais une des façons de faire, c'est l'éthique du care. Le care, c'est quoi? C'est tout ce qu'on fait pour réparer, maintenir, perpétuer notre monde de sorte qu'on y vive aussi bien que possible et aussi longtemps que possible. Et finalement, c'est quand on parle du monde, c'est ce monde comprend nos corps, nous-mêmes, notre environnement, tous les éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. C'est une éthique qui est née dans les années 80 aux États-Unis, cette éthique du care, et qui est une éthique en action. Donc c'est une femme qui a porté cette éthique, donc c'est forcément concret puisque c'est une femme, et elle repose sur deux piliers. Le premier pilier, c'est nos vulnérabilités. Nous sommes vulnérables, nos écosystèmes sont vulnérables, nos entreprises sont vulnérables, notre planète est vulnérable, et on arrête de penser que c'est pas le cas, et donc on reprend notre place au cœur des écosystèmes et pas au-dessus. On ne se prend pas pour des super-héros, on n'en est pas. Et puis, malgré tout, on a aussi le pouvoir d'agir, et ça, c'est très chouette. On a le pouvoir d'agir, et finalement, on a de l'impact. Et cet impact, on n'en a pas suffisamment conscience. En tout cas, à mes yeux, on n'en a pas suffisamment conscience. Alors, si je caricature, si j'ai de l'impact, quand je rentre dans une pièce et que je regarde mes chaussures et que je fais la gueule, forcément, j'ai un impact qui va être assez modéré sur l'énergie collective. Ou alors, si je rentre dans une pièce et que je vous regarde dans les yeux, que je vous appelle par votre prénom et que je vous souris, je vais avoir un impact qui va être beaucoup plus dynamique et vous donner un élan supplémentaire. Et ça, c'est caricatural. Mais l'impact, on l'a évidemment aussi dans la façon dont on décroche le téléphone, dans la façon dont on traite notre mobilité, dans la façon dont on se chauffe, dans la façon dont on interagit entre les uns et les autres, dans la façon dont on écrit un mail, dans la façon dont on organise une réunion, etc., etc. Et en fait, l'impact, on l'a partout. Et le CARE nous invite à nous mettre dans une posture de se dire, finalement, est-ce qu'on peut avoir un impact positif permanent? Est-ce qu'on peut se mettre dans un mindset d'impact positif permanent? Ça veut dire que je revois mon rapport à la vie et je me mets dans un mental positif permanent. On peut le faire par conviction personnelle, parce que on a bien compris qu'il n'y avait qu'une planète et on n'a pas envie d'élever nos enfants dans une barque avec un parapluie. Ça, c'est voilà, des convictions qui sont fortes. Hein. C'est aussi le but de la descente qu'on a vu tout à l'heure. Ou par conviction professionnelle, parce que de toutes les manières, si je suis chef d'entreprise, si je m'occupe de mes collaborateurs, je vais être gagnant. Ils vont être plus productifs, moins malades, plus créatifs, etc. Et puis, si je prends soin des hommes et de la planète, je vais forcément avoir le choix du consommateur. Et je pense sincèrement que l'acte d'achat va devenir un acte de plus en plus citoyen, un acte politique. On est encore à l'époque des paradoxes. Donc, on a à la fois des gens qui demandent des produits éco-conçus et qui achètent des premiers prix. Donc, c'est un peu paradoxal et c'est parfois un peu frustrant et démotivant. Néanmoins, dans les années qui viennent, je pense que la bascule va se faire. Là, on est vraiment au moment du paradoxe, mais la bascule, elle va forcément se faire. Et finalement, une des approches dans l'entreprise, c'est de se dire, et si je mettais le care au cœur? Si je mettais le care au cœur de mes écosystèmes, si je mettais le care au cœur de mes collaborateurs, dans ma relation collaborateur, dans ma relation client, dans la relation avec mes partenaires et mes fournisseurs, avec mes écosystèmes locaux, avec la planète, avec les KPI, et du coup, si je mettais le care aussi au cœur de ma relation avec les KPI, avec les KPI, c'est les KPI, c'est qu'est-ce qui fait que ça marche ou pas, quoi. C'est quoi les indicateurs de succès? Je vous donne un exemple sur les collaborateurs. Si je mets le care au cœur, comment je les recrute, comment je les onboard, comment je les forme, comment je les évalue, comment je crée du lien avec eux, comment je m'en sépare s'il faut m'en séparer, etc., etc. Et donc,
de se reposer la question de finalement comment je mets le cœur au cœur de chacun, au sein de chacun de mes écosystèmes. On est sur une approche qui est systémique, on est sur une approche qui prend du temps, on est sur une approche qui nous fait pivoter de façon significative en se disant finalement est-ce que je peux prendre soin de moi, des autres et de la planète auprès de chacun de mes écosystèmes. Sur les partenaires et fournisseurs, il y a pas mal d'entreprises là en ce moment avec lesquelles on travaille et on est en train de mobiliser tous les écosystèmes partenaires fournisseurs pour dire voilà comment est-ce que vous prenez soin des hommes et de la planète à travers votre métier et comment est-ce qu'on peut vous aider à prendre encore plus soin des hommes et de la planète parce que vous êtes notre partenaire et notre fournisseur et qu'on a envie de développer un impact positif. Il y a une boîte qui a fait ça très très bien dans les années 60, qui est née en 73, qui a été créée par Yvon Chouinard. Je ne sais pas si ça vous parle. Cette boîte, c'est Patagonia. Et Patagonia, Yvon Chouinard, il crée cette boîte en 73 et il dit notre raison d'être, notre care au cœur, c'est We are in business to save our home planet. On est dans le business pour sauver notre planète mère. Et ça veut dire que dans sa relation avec les collaborateurs, il va recruter des combattants contre le réchauffement climatique. Dans sa relation avec ses clients, il va créer une fierté d'appartenance à la marque Patagonia. Je suis fier d'acheter un produit Patagonia. Je sais qu'il va durer 20 ans, 25 ans, 30 ans. Je sais qu'il a été éco-conçu. Alors, il est cher, effectivement. Il n'est peut-être pas accessible à tout le monde. Mais quand on regarde sur la durée, si je mets peut-être 100 ou 150 € dans une polaire, mais qu'elle me dure 30 ans, finalement, elle est beaucoup moins chère que la polaire que j'ai achetée en fast fashion. Les partenaires et les fournisseurs sont engagés et respectés. Ils ont développé le fair trade. Ils ont accompagné énormément d'agriculteurs à développer le bio. Les écosystèmes locaux, c'est les 1500 projets financés. En fait, ils font pas de pub, donc ils ont de l'argent pour investir dans des projets chouettes. Et donc, ils accompagnent des sportifs, ils accompagnent des activistes, des écologistes pour porter des projets en local. Pour la planète, ils ont développé une autotaxe de 1% pour la planète. Et pour finalement les KPI, ils créent des valeurs, mais c'est des valeurs avec un V majuscule et avec un S. Ils créent des valeurs et pas seulement économiques. Et finalement, si on revient sur mon paradigme de tout à l'heure qui est de dire que l'euro devient une conséquence, effectivement, quand on regarde Patagonia, ils prennent soin des hommes, ils prennent soin de la planète, ils prennent soin de tous leurs écosystèmes. Et la conséquence, c'est qu'ils font de l'euro. Et ils en font de plus en plus aujourd'hui. Il a fallu du temps. Yvon Chouinard, il nous dit aussi, j'ai appris la patience. Pendant des années, ça a été compliqué. Mais là, aujourd'hui, ils font un véritable carton. Il y a pas mal de boîtes comme ça. Alors, je vais vous en passer juste 5, là, parce qu'on est sur un format court. Et je veux absolument qu'on ait un temps d'échange aussi. Je vous passe 5 initiatives qui nous paraissent intéressantes et qui incarnent un des axes sur lesquels on peut se mettre en mouvement assez rapidement. Le premier axe, c'est de dépasser la propriété. Ouais, effectivement, on n'est pas obligé. Alors, on a des produits. Je prends la perceuse ou la friteuse ou des choses comme ça. On a des produits super intéressants dont on a besoin, qui sont indispensables, mais qu'on utilise très très peu. Et donc, cette boîte suisse, Pumpy Pump, elle a créé des autocollants qui vous permettent de coller sur votre boîte aux lettres tous les produits que vous êtes prêts à prêter à vos voisins, et donc vous enfilez à tout votre quartier. Et donc finalement, la perceuse qui a une durée de vie de une durée d'utilisation de 12 minutes par an, si elle n'a pas besoin d'en avoir 50 sur un quartier de 50 habitants, on peut en avoir 3 et se les partager. Et donc c'est ce qu'ils sont en train de développer, et ça c'est vachement chouette. Et de dépasser la propriété, on le voit dans l'économie de la fonctionnalité, on le voit à tous les niveaux. L'exemple le plus marquant aujourd'hui, c'est peut-être la musique. Plus personne n'est propriétaire de sa musique et tout le monde s'en fout. C'est pas le sujet, la propriété. Le deuxième, c'est la capacité à inventer d'autres modèles. Je vous le disais, on bosse beaucoup avec Decat. Moi, je suis très touché par l'initiative de Decathlon Belgique qui dit on va revoir notre modèle économique et on crée un format, donc c'est en test pour l'instant, 50 € par mois d'abonnement, vous pouvez sortir jusqu'à 1 000 € de produits. Et finalement, donc si je vais faire du vélo ce week-end, je vais sortir des vélos. Si je vais faire du kayak le week-end après, je vais faire sortir du kayak, etc. Ça a 3 impacts. Le premier, c'est qu'ils répondent à leur raison d'être qui est de rendre le sport accessible au plus grand nombre. Le deuxième, c'est qu'ils sont en train de développer un modèle économique qui est viable. Et le troisième, c'est qu'au lieu de construire plein de produits, de fabriquer plein de produits pas chers à vendre en grande quantité, ils construisent moins de produits plus robustes
qui vont être utilisés par des gens qui n'en seront pas propriétaires. Et donc, si on se souvient de ma courbe d'Arthur Keller en début de présentation, bah, on continue à créer de la richesse et à développer un modèle économique vertueux et viable, tout en respectant davantage la planète. Et donc, ça, c'est assez génial. En 3, évidemment, la notion de circularité. Alors là, nous, on a un personnage emblématique dans le Nord, c'est Bermotte, avec la Vieille Belt, et donc qui fait des ceintures à base de pneus de réchappés de vélo. Et donc, c'est des tonnes de pneus de vélo qu'ils ont réutilisés, et ça fonctionne bien. Et donc, la fonctionnalité, on a plein de boîtes qui sont en train de se créer sur ces sujets-là. Et donc, là aussi, c'est passionnant. Et là aussi, on répond à notre enjeu de ne pas taper dans les ressources de la planète de façon inutile. Favoriser l'inclusion, j'ai pris l'exemple du Café Joyeux, il y en a là aussi, il y en a beaucoup, il y a énormément de modèles qui naissent maintenant de façon native sur l'inclusion sociale et solidaire, et c'est top, et pour moi, le Café Joyeux, c'est un des exemples extraordinaires. Oser la solidarité et finalement oser perturber enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est Philippe Grimbert chez Emmaüs Tourcoing qui finalement ose aller installer un pop-up store dans le centre commercial d'Auchan-Ronc, qui est quand même un des temples de la consommation poussée à l'extrême. Et donc, il crée un pop-up store Emmaüs Village, donc temple de l'inclusion et de l'économie de la circularité. Et finalement, ça marche tellement bien que Limauchan leur a filé une coque. Et donc, maintenant, ils ont ouvert un magasin en dur. Ils sont là en permanence au cœur du centre commercial. Et ils ont un Emmaüs avec des contrats en insertion, avec tous les gens qu'ils aident à s'intégrer dans la société, etc. C'est juste extraordinaire. Et à mon avis, c'est qu'un début. Voilà. Et donc, la synthèse de tout ça, c'est pas de fatalité. On se bouge. On peut, et puis on se bouge, mais on se bouge avec du plaisir. C'est-à-dire que moi, j'adore le café. En revanche, consommer une capsule en aluminium à chaque fois que je bois un café, c'est insupportable. Ce n'est plus possible. Donc, je continue à boire du café. Je suis passé par les compostables, hein, et puis les capsules remplissables. Et puis maintenant, là, j'ai vu qu'ils venaient d'inventer la capsule sans capsule. Alors là, je trouve ça extraordinaire, puisque c'est du café qui est compressé, trempé dans un bain d'algues, et qui permet du coup de ne pas émettre de déchets tout en buvant du café. Donc, l'idée, c'est pas de se contraindre en permanence et c'est juste de trouver de la joie à avoir un impact positif. Et donc, il y a cette notion de joie aussi qui est hyper importante. Et je voulais terminer là-dessus. On a besoin d'optimisme, on a besoin d'engagement, on a besoin de méthode. Et surtout, si vous avez l'impression d'être trop petit pour pouvoir agir, dormez avec un moustique et vous verrez lequel des deux empêche l'autre de dormir. C'est notre ami de Dalai Lama qui nous éclaire sur le sujet. Voilà, c'est un format hyper raccourci d'une conférence qui normalement dure 2h30 avec beaucoup plus d'interaction évidemment. Et là, je vous propose que l'interaction, ce soit maintenant. Je vais arrêter le partage et je vais proposer à tous ceux qui sont OK de mettre leur caméra on pour effectivement pouvoir partager et donc faire un petit tour de table. De ce que avec quoi vous ressentez de ça, qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer, de joie, de peine, de frustration, d'envie, voilà. À vous de jouer. Merci pour cette présentation, vraiment c'était très intéressant et je trouve que c'est important de ce que vous faites, de démontrer par l'exemple que c'est possible, parce que j'ai remarqué que souvent, quand on aborde ces sujets, les gens ont du mal à dépasser le sentiment d'impuissance. On nous répond toujours oui, mais moi tout seul dans mon coin, qu'est-ce que je peux faire? Et les petits gestes, c'est pas possible. Ou même si j'ai des super idées dans mon entreprise, ça marchera pas. Et je trouve ça super de pouvoir montrer qu'il y a des petites, grandes boîtes ou même des boîtes qui partent de très, très loin comme Decathlon. Je pense que c'est vrai que bon, peut-être je n'ai pas la bonne image de Decathlon, mais il y a 15-20 ans, ils faisaient fabriquer énormément de babioles
bas de gamme, qui n'étaient pas de très bonne qualité et qui s'abîmaient très vite, etc. Ils ont réussi à transformer une entreprise qui est quand même un mastodonte. Et je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est assez admirable. C'est peut-être plus facile pour les nouvelles boîtes qui se créent en partant de zéro, de partir d'une bonne idée et de faire quelque chose de vertueux, mais de transformer un gigantesque paquebot comme Decathlon, c'est... Et en fait, juste pour info, Decathlon, je ne pense pas que ce soit secret, mais ils ont conscience qu'il y a à peu près 45% des collaborateurs qui seraient capables de quitter la boîte si jamais ça ne bouge pas sérieusement. 45% des collaborateurs. Et on est dans une des boîtes, on est dans la boîte préférée des Français et dans une des boîtes qui fait déjà des tas de trucs absolument incroyables. Donc et moi je trouve que c'est une chance pour Decathlon d'avoir un tel élan dans l'entreprise et on bosse, c'est pour ça qu'on bosse avec eux. Et je trouve ça remarquable parce que si ça vient de l'intérieur, ça va bouger très vite. Et en fait, il y a des gens pour lesquels c'est absolument, c'est indispensable, quoi. Et il y en a de plus en plus. Et je pense que, ouais. Je sais pas qui, c'est Romaric. Voilà. En tout cas, ce que je voulais dire à travers l'exemple Decathlon, c'est que et il y a plein d'exemples que je vous ai cités là, où c'est pas des grands chefs à plumes qui disent que oui, Romaric, il est parti du coup. C'est pas les grands chefs à plumes qui disent que ce qu'il faut faire, quoi. Voilà. Merci, Roxana. Moi, je me permets, je rebondis. Le partage de Roxana, il me fait aussi il me permet de mettre en lumière le fait de dire que n'attendons pas que ce soit parfait et que en fait, c'est aussi un enchaînement de petits pas et acceptons de ne pas être frustrés que ce soit pas nickel chrome du premier coup et qu'on ne trouve pas tout de suite la solution, mais c'est petit à petit, voilà. Et l'exemple de Decathlon est un super exemple en fait. Voilà. Il faut des années et des années, mais si on ne fait pas les premiers pas, on n'avancera pas. Et n'attendons pas d'être parfait. Merci Lucie. Moi, je vous le partage en 2 secondes. Je me suis posé la question de créer, en créant Etituka, de me dire mais qui je suis pour porter l'éthique du Caire. Est-ce que je prends soin de moi tout le temps? Est-ce que je prends soin des autres tout le temps? Est-ce que je prends soin de la planète tout le temps? Non. Et donc, en revanche, la deuxième question que je me suis posée, c'est est-ce que j'attends d'être parfait pour m'y mettre? Non. Voilà. Clotilde, vous êtes où c'est parti. Ok, bonne journée. D'accord, merci Clotilde. Je ne sais pas si tu veux rajouter un mot avant de nous quitter. Ok, merci. Nina? Oui, j'avais rien de spécial à... J'écoute ce que vous dites. Moi, je pense que je vais rester sur le... Faut pas attendre d'être parfait aussi. Je trouve que c'est important. En tout cas, moi, ça me parle parce que je me dis que j'ai pas assez de connaissances, que j'ai pas assez de compétences et j'essaye d'acquérir un maximum justement de connaissances, tout ça. Et puis, je me dis que je peux commencer déjà... à parler déjà, même à parler de ça, du changement. Parce que moi, à mon niveau, ce sera au niveau de la communication, quoi. Ce sera parler, écrire sur les initiatives, les changements possibles et participer à ce changement de mindset. Voilà. Donc, merci pour toutes ces informations, toutes ces connaissances. J'ai fait le triptyque, j'ai fait les 3 séquences, le hashtag 1, 2 et 3, et merci. Le 2 était super aussi. Il y a eu beaucoup d'informations avec toute la psychologie aussi, justement, sur la sociologie aussi du changement. Pourquoi en fait on sait tout ça et on ne change pas, hein, en fait. Voilà. Donc, c'est peut-être là l'occasion, le 3, de me dire il faut agir maintenant. Voilà, il faut le mettre concrètement en action dans le quotidien. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci Nina. Bon, et Hélène, tu veux conclure? Je ne sais pas si je vais prendre la responsabilité de la conclusion, je te la laisserai. Mais merci en tout cas, comme Nina, moi j'ai fait les 3 triptyques et c'est vrai que c'est même en 3 épisodes comme ça permet quand même de se dire, c'est dommage qu'il y ait que des gens qui sont déjà intéressés par le sujet qui viennent. C'est malheureusement souvent comme ça. Un problème de communication. C'est malheureusement souvent comme ça, mais moi, du coup, je partage à des personnes que je connais et je trouve que déjà, en 3 webinaires comme ça, il y a moyen d'insuffler l'envie d'agir aux gens et du coup, je rejoins Nina là-dessus et c'est chouette. Moi, j'avais déjà envie, juste ça renforce. Et merci Lucie pour faut pas attendre d'être parfait parce qu'effectivement, moi, je suis aussi en reconversion et j'attends toujours de trouver le truc exactement que j'ai envie de faire. Et en fait, voilà, petit pas, je vais commencer par quelque chose, faire autre chose derrière. Et je pense que tant qu'on a le mindset, tant qu'on a toutes ces connaissances et cette envie que ça change, je pense que quoi qu'on fasse, en fait, on va forcément y mettre notre petite graine et la petite touche qui fera aller dans le sens qu'on juge être le bon sens. Donc voilà, je garde ça en tête. Et moi, malgré ça, j'ai quand même toujours un questionnement parce que j'ai toujours été sensible aussi aux autres cultures. Mon rêve quand j'étais petite, c'était de faire le tour du monde, etc. Donc voilà, je me dis, j'aimerais bien partir en voyage un de ces jours à vélo et de me dire, je profite de ça pour répandre une belle traînée, je ne sais pas laquelle. Oui. Et en fait, je me demande toujours comment faire pour sensibiliser dans d'autres pays, d'autres cultures, quand toutes les infos qu'on a, elles sont quand même beaucoup basées sur notre modèle français. Nos erreurs, nos apprentissages par l'erreur, entre guillemets, français ou européens. Et je me dis, des pays comme l'Inde, il faudrait vraiment remixer pour leur insuffler cette connaissance-là sans paraître les Européens qui savent tout et qui disent qu'il ne faut pas faire ce qu'on a fait. Ça me paraît... le fond est toujours vrai pour eux et le besoin aussi, mais j'ai la sensation qu'il faudrait totalement remixer la façon de le présenter. Bon, et puis parler indien. Ouais, alors moi j'en ai vu beaucoup des gens qui partent en vélo et en Afrique du Sud, au Japon, qui ont fait le tour du Canada. Enfin, vous êtes plein et je trouve ça très chouette. C'est canon. J'ai envie de réagir sur 2 sujets. Le premier, c'est que finalement, ce que je vois, c'est que tous ces gens-là qui veulent au départ aller apporter des choses en reçoivent largement autant qu'ils en apportent. Et donc, il y a aussi une posture d'ouverture qui est très forte. Et effectivement, on prend des vraies leçons. C'est vrai que c'est chiant, hein, l'avion qui émet du carbone, hein, mais n'empêche que quand on a la chance d'aller voir d'autres pays et d'autres civilisations, c'est extrêmement apprenant et on n'a pas tout à leur expliquer. Et donc, surtout pas de culpabilisation, pas de jugement, etc. Et puis, la deuxième, c'est que moi, en tout cas, souvent, on nous dit ouais, mais de toute façon, ça sert à rien qu'on fasse des efforts parce que les Chinois, les Indiens, etc., sont en train de s'acheter des voitures et de rentrer dans la société de consommation. Donc, moi, venir en vélo, t'es gentil, mais franchement, t'es un bobo, ça sert à rien. Ouais, sans doute que effectivement, si je continue à venir en vélo et que j'ai millions de Chinois qui s'achètent des voitures, ça va à un moment poser problème. Et en même temps, quelle est notre responsabilité par rapport à ça? Déjà, venir à vélo à court terme, quand même, ça permet de mieux respirer et puis d'éviter les bouchons et donc beaucoup de stress. Et la deuxième, c'est que finalement, on a un enjeu, nous, à créer l'après de la société de consommation. Parce que plus on va créer l'après de la société de consommation qui donne envie aux sociétés qui vont rentrer dans la société de consommation, d'en ressortir très vite pour pouvoir aller dans celle qu'on aura créée. Et donc, c'est de prouver que la société de consommation n'est pas la fin ultime. Et donc, moi, quand je regarde finalement qu'est-ce qui m'inspire le plus aujourd'hui dans les modèles de société, sans doute que je vais me tourner pour une grande partie vers les pays du Nord. Des pays où il fait bon vivre d'ailleurs. Hein. C'est des pays qui gagnent tous les ans cette élection des pays où il fait bon vivre. Et finalement, quand je vais à Copenhague et que je vois qu'il y a des cours de bienveillance à l'école, que les formats de coopération sont complètement différents, que tout est fait pour le vélo. Moi, ici, si je prends mon vélo et que je vais dans le métro, je prends 50 € d'amende. Parce que je mets un vélo dans le métro. Enfin, je veux dire, allô, quoi. Et donc, voilà, moi, je me dis, on a la responsabilité de créer finalement un mode de fonctionnement
qui soit accessible à tous, qui soit respectueux de la planète et de ses habitants, et qui donne envie. Voilà. Ça, c'est un chouette truc. Et je crois vraiment, en tout cas, je me suis autorisé, moi, à voyager. Là, je suis allé en Asie pour retrouver mes filles. J'ai pris des claques énormes sur les modes de vie, sur le rapport à la vie, etc. Et je crois vraiment que on ne peut pas faire ça juste dans notre coin en étant enfermé sur nous-mêmes, quoi. Je suis d'accord avec toi, Hélène. Il faut s'ouvrir. C'est sûr. C'est obligé. Mais en plus, si on y va en vélo, c'est chouette. Oui, bon, mais justement, il faut profiter du trajet pour. Bon. Bon, tu dis, hein, c'est sûr que c'est plus moi qui vais en apprendre qu'eux, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire, j'aimerais bien contribuer aussi, mais je ne sais pas comment. Vas-y, Nina, je te laisse parler. Ouais. Oui, moi j'avais une petite question, c'était, je ne sais pas si vous savez, quel rapport ils ont à l'écologie, les Canadiens, mais surtout en Colombie-Britannique. Ils en sont où, eux, là-bas, du changement climatique, est-ce qu'ils sont assez à l'écoute ou ils sont tout carbone à fond? Alors, le Canada, dans sa globalité, parce que je ne saurais pas te donner mais moi, de ce que je vois du Canada, c'est l'époque des paradoxes. C'est-à-dire que tu as plein de gens qui sont hyper branchés, écologie, etc. On aménage des toitures pour en faire des champs et de permaculture, etc. Donc, il y a des trucs incroyables. Et ils roulent tous dans des bagnoles qui consomment 15 litres au 100 et qui émettent du carbone à mourir, quoi. Donc, c'est vraiment le moment, pour moi, c'est le moment des paradoxes. C'est ma vision du monde, hein, et elle est loin d'être exhaustive. Hein, je ne suis pas allé au Canada. Je peux ajouter un truc parce que du coup, moi, j'étais un an. J'ai pas du tout entendu la réponse, ça a complètement coupé. Alors, bon, j'entendrai la réponse sur le replay parce que ça a coupé juste dans ta réponse. Donc, non, je disais juste, c'est le temps des paradoxes. Il y a à la fois des initiatives incroyables qui sont faites pour la protection de l'environnement. Et en même temps, ils roulent dans des bagnoles énormes qui consomment 15 litres au temps. Voilà. Donc, pour moi, on est vraiment au moment des paradoxes. Et Hélène, qui a vécu un an au Canada, sera beaucoup plus pertinente que moi pour répondre. Tu m'entends, Nina? Oui, oui. Okay. Moi, je disais, ouais, j'ai fait un an au Canada et je suis allée à Vancouver. Donc, c'est pas la Colombie-Britannique, j'ai juste fait Vancouver. Et en fait, ce que tu dis, Cédric, je rejoins. C'est un peu la société à l'américaine par moment où tu as à la fois des véganes et des gros mangeurs de steak. Et tu as à la fois alors, j'aime pas faire des catégorisations, mais les hippies et puis les gens qui roulent en SUV. Donc voilà, tu as un peu les deux. Ouais. Par contre, en Colombie-Britannique, il y a une vibe, on va dire, beaucoup plus vers la lenteur, prendre du temps pour soi, prendre du temps de manger sainement, etc., que j'ai beaucoup plus vu qu'ailleurs. Et je dirais que quand même, l'avantage de la mentalité canadienne, c'est qu'ils sont beaucoup plus tournés vers l'humain et vers le care que nous, et aussi très attachés à la nature. Donc, même s'ils ont l'exemple du modèle américain, ils ont quand même ces racines-là qui, je pense, les aideront à peut-être transiter plus vite. Alors, Hélène, est-ce que je peux te demander ton contact pour qu'on discute si tu as un peu de temps, parce que je projette d'y aller cet été. Et voilà. Ouais, avec plaisir. Je t'envoie mon adresse mail dans le chat si tu veux, et puis on communique. Ok, merci beaucoup. Trop bien. Bon, bah super. Merci pour ces échanges. Merci à vous. Et Nina, tu as relevé la main. Non, pardon, je ne l'ai pas baissé. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Passez une belle journée. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée. Bye bye. Bye bye.